nous tenons au moins les engagements que nous avons pris, puisqu'on avait dit qu'on en ferait 5 débats. Le premier sans thème fixé, pour que chacun puisse s'exprimer, et les 4 autres suivant les thèmes définis par le président de la République, tout étant ouvert. Et je vous rappelle les règles. Tout le monde aura la parole. Simplement, il y a une innovation ce soir. On a mis un chrono. Je ne sais pas où il est le chrono. Ah, ça y est, voilà. C'est d'ailleurs un rappel pour moi aussi. On a mis un chrono pour que chacun mesure, on va dire 3 minutes chacun. Ça vous va? Je vous consulte, hein? 3 minutes chacun. Et vous regarderez vous-même. Entre 3 et 4, on ne dira rien. Mais je pense que c'est très important qu'on puisse donner à chacun la parole sans qu'il y ait, de blocage ou de monopolisation de la parole. Alors, je vous présente, vous en connaissez un certain nombre, les grands témoins qui sont là. Je commence par Philippe Tugas, qui a été le responsable de la rédaction des 2 grands journaux de notre agglomération, successivement. Jean Marziou, qui a été dans les mêmes fonctions, notamment à Pyrénées-Presse, c'est-à-dire l'Éclair et la République. Je vous rappelle que ce soir, le thème, c'est impôts, dépenses publiques, action publique, fiscalité, économie. Et donc, il était naturel que le directeur départemental de la Banque de France soit là. Vous savez que la Banque de France a en particulier pour fonction de surveiller les entreprises, de suivre leur activité, de savoir ce qui se passe du point de vue économique dans le département. Et donc, le directeur de la départementale de la Banque de France a accepté d'être là. Valérie Paris, qui a fait les 2 premiers débats, c'est la caisse primaire d'assurance maladie, ça c'est de la dépense publique. Jacques Lecacheux est professeur d'économie et de finances publiques à l'Université de Pau. Fabienne Bascou, qui a fait les 3 débats précédents, c'est la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Atlantiques. Et Philippe Cascarer, il a cette particularité d'avoir à Pau créé une des entreprises de main-d'œuvre les plus créatrices d'emplois, puisque désormais, moi je l'ai vu partir avec une camionnette et un balai-brosse presque, je pourrais dire ça. Et aujourd'hui, il signe 3500 feuilles de salaire par mois. 3500 emplois créés, et créés en particulier, y compris à Paris, puisqu'il a gagné le nettoyage de l'école polytechnique, du Conseil d'État. Et donc je trouve que c'est une expérience de vie, en tant que témoin, qu'il était intéressant d'avoir là. Voilà, vous avez sous les yeux tous les grands témoins, vous avez le chrono, et maintenant vous avez la parole. Qui veut commencer ? Levez les doigts, que je vois un peu qui souhaite parler, qui souhaitera parler. Très bien, on va commencer par vous, madame. C'est par goût féminin. Bonjour. Bonjour. Alors, première question. Je vais aller vite, mais c'est déjà 2 minutes 57 déjà. Je voudrais savoir pourquoi l'Europe accepte sur son sol des paradis fiscaux comme le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, etc. Pas seulement, l'Irlande est un paradis fiscal. Ah si, l'Irlande est un paradis fiscal extrêmement important, puisque les GAFA en particulier ne paient que 3% d'impôts en Irlande contre 30% en France. Pour une raison assez simple, c'est que la fiscalité est, jusqu'à maintenant, du domaine de chaque État.
Alors, je pense absolument nécessaire qu'on aille vers une convergence. Mais c'est une opinion, c'est pas la vôtre. En tout cas, nous enregistrons... Est-ce qu'il y a des actes dans ce sens-là? Pour l'instant, pas assez. Parce que des décisions aussi importantes exigent l'unanimité des États. Mais on peut faire pression. On a réussi à faire pression au travers du temps, notamment vers une convergence monétaire. Moi, je pense qu'il faut une convergence fiscale et une convergence sociale pour que, peu à peu, se rapprochent les modèles de société des différents États. Mais je comprends la question que vous posez, une question très importante. Alors, une deuxième question qui est liée à la première. Pourquoi est-ce qu'on accepte que toutes nos banques aient des filiales dans les paradis fiscaux? Monsieur le directeur de la Banque de France. Si vous poussez vers le haut, ça devrait aller. Il faut que je fasse tout ici. Écoutez, je pense que c'est un petit peu la question de la liberté qu'a souligné M. Bayrou. Au niveau des filiales, toute entreprise peut créer des filiales dans n'importe quel pays. C'est facile, hein. Alors, c'est pas étonnant. Mon idée, c'est que si tout ce monde-là payait ce qu'il devrait payer, il y aurait moins d'impôts qui retomberaient sur la classe moyenne. Alors, madame, je vais vous donner raison sur... enfin, à titre personnel, hein, je n'ai pas plus d'autorité que vous pour le faire. Moi, je suis certain qu'il faut impérativement montrer aux citoyens que la question de l'évasion fiscale est une question civique. Je pense que c'est très... Mais pas seulement l'évasion fiscale. Je vais dire quelque chose qui va peut-être fâcher. Le travail au noir, Madame Bascou et Madame Paris, le travail au noir, c'est aussi une manière d'évasion qui fait que les caisses d'allocation familiale ou d'assurance maladie se trouvent déstabilisées. Il n'y a pas seulement l'évasion des gros. Il arrive qu'il y ait aussi l'évasion de quelques autres. Et donc, ceci est très important. Vous savez que, par exemple, il y a un mouvement qui demande qu'il n'y ait plus d'argent liquide. Que toutes les dépenses qu'on fait pour être traçables soient des dépenses faites par un compte bancaire, une carte bleue, un carnet de chèques, enfin, toutes ces choses. Ça pose évidemment des problèmes de confidentialité. Et donc, voilà, mais qu'il doive y avoir une action de l'État pour contrecarrer la création de filiales n'acquittant pas le même impôt, moi je pense que c'est nécessaire. Question masculine, voilà. J'alterne le masculin et le féminin. Bonjour à tous. Au sujet du thème d'aujourd'hui lié au problème de fin de mois et la question où trouver l'argent, j'ai interrogé deux grands amis, Philippe Guillemant et Pierre Rabhi. Philippe, chercheur au CNRS, est à mes yeux un génie, reconnu par ses pairs aussi bien au niveau du cerveau gauche avec ses travaux sur l'intelligence artificielle qu'au niveau du cerveau droit, avec ses recherches sur le hasard et la synchronicité. Je cite et je partage sa réponse. Accrochez-vous, c'est assez raide. Il évoque la légalisation de l'escroquerie opérée par notre système financier international au travers de la possibilité de faire de l'argent avec de l'argent sans aucun rapport avec l'investissement, qu'il s'agisse de spéculation boursière ou autre. Et il continue, cette escroquerie légalisée est la cause des causes de tous les fléaux qui ont conduit les gilets jaunes dans la rue. Cela fait des décennies que la solution au cancer financier est connue. Instaurer une taxe universelle sur toutes les transactions financières, mais cette taxe, qui est pourtant susceptible de remplacer toutes les autres et même les impôts,
a toujours rencontré l'échec et ne verra jamais le jour tant qu'elle ne sera pas exigée par le peuple. Alors pour mémoire, je rappelle que les transactions réelles significatives ne représentent en gros que le centième des transactions totales réelles et financières. Et il continue. J'ai honte de vivre sur une planète où l'on accepte de payer une TVA chaque fois qu'on achète un bien, en même temps que l'on refuse à un spéculateur d'avoir à payer une taxe aussi petite soit-elle à chaque fois qu'il fait une transaction. Une planète soi-disant humaine qui n'a pas instauré l'impossibilité de spéculer est une planète rongée par le cancer de l'argent gagné sans rien donner. Confondre la spéculation avec l'investissement pour faire croire qu'il est honorable de spéculer revient à mépriser l'humain. Voilà ce que disait Philippe Guillemont, peut-être un prix Nobel. J'ai aussi échangé avec l'ami Pierre Rabhi, qui est du même avis et qui m'a dit et répété qu'il avait aussi honte de notre monde malade en acharnement thérapeutique. Et il m'a dit et répète, un enfant meurt de faim toutes les 7 secondes. Et nous sommes tous responsables. Quant à moi, je partage leur analyse et leur honte. Et j'essaie depuis 60 ans de faire ma part et je suis persuadé que la sortie de crise des Gilets jaunes, et je suis un sympathisant Gilets jaunes, ne pourra se faire sans violence que par le haut, par un dialogue urgent entre le monde des sans-voix et celui des puissants. Et je suis un trait d'union un peu entre les deux. Dans cet esprit, avec plein d'autres, dans cet esprit, j'ai pris l'initiative de lancer et d'animer le vendredi 13 mars sur mon village de Saint-Detz, où vous aviez une grand-mère jadis, François, un débat local avec une seule question essentielle. Comment booster en humanité nos communautés villageoises en apport et en appui aux conseils municipaux avec une attention particulière pour les plus fragiles. Je rêve que ce débat et cette question soient à l'ordre du jour dans toutes les communes. Alors j'aurai le temps, je pourrais poursuivre, mais je vois que je suis à 0 côté chronomètre. Oui, c'est juste. Par la mission de la poésie, disait Gandhi, est d'éveiller le bien qui sommeille au cœur de chacun. Aussi, je vous propose en entrée une petite poésie sur la fraternité qui est la base du monde de demain. Merci. Amis frères humains, permettez un instant, sans abus de ma part, prendre un peu de votre temps. Quel est donc cet intrus qui, sans se présenter, se permet insolent, ici nous bousculer? Pardon, j'hante personne pour de telles manières. Je ne suis qu'un pauvre humain, là est ma seule matière. J'ai besoin de partager. Qu'importe la réprimande. Dans quel monde sommes-nous? Souvent, je me demande. Celui qui ouvre les yeux ne peut les refermer sans sentir au tréfonds tout son être frissonné. Enfants sacrifiés, peuple encore affamé, et nous batifolons, les yeux quasi fermés, la tête dans le guidon, brassant nos petites affaires. Chacun est dans son monde sans savoir trop quoi faire. Il existe pourtant partout sur la planète d'innombrables mutants, rarement à la fête, et qui portent à plein cœur l'espoir d'un monde meilleur. Le bien côtoie le mal, les joies mais les eaux pleurent. Dualité partout, dualité toujours. Est-il donc impossible que lors de prochains jours, la sagesse l'emporte sur la folie du monde et qu'enfin de beaux fruits l'humanité féconde? Dame naturella qui nous a enfantés, maternelle oasis d'où l'homme s'est échappé. 15 milliards déjà d'années sont échappés depuis que le Big Bang, dit-on, a fulguré. S'il fallait concentrer ce temps en une année, l'homme aux dernières heures sur 2 pattes s'est dressé, et l'homme fut sublime, et l'homme est monstrueux. Un cœur d'homme peut ainsi osciller entre deux, sans être écartelé aux sinistres inconsciences, sans jamais un instant insurger sa conscience. J'aime l'espèce humaine et je veux qu'elle survive. S'il fallait en un mot transcender nos dérives, fraternité, c'est sûr, aurait toutes nos faveurs et donnerait au monde enfin notre saveur. Chacun là où il est, chacun à sa façon. Je suis un peu mal. Parce que à quoi sert qu'on mette un chrono? Mais il n'y est pas, il n'y est plus. Non, mais oui. Construire, je finis, il y a 3 lignes, François. Oui. Construire la maison. Et puis là, voilà. Et je continue et je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Bon, on va mettre 4 minutes au chrono. Est-ce que vous pouvez afficher en rouge les dépassements? Si, je suis sûr que si vous cherchez, vous avez ça sur le programme. Voilà. Bon. Oui,
je sais bien que c'est une contrainte désagréable, mais franchement, c'est important que tout le monde puisse s'exprimer. Et donc, on note la question de l'impôt universel, on note la question de l'impôt sur les transactions financières, et après, peut-être, on pourra la reprendre. Mais on va prendre plusieurs intervenants. Madame. Première question concernant... C'est pour être enregistré en particulier. Oui, concernant la CSG. Oui. Donc la CSG qui a été introduite par Michel Rocard, très bien. Dans la CSG, il y a deux parties, une partie déductible et une partie imposable. Très bien. Et puis quand vous recevez votre revenu imposable, est intégrée l'intégralité de la CSG. Ce qui veut dire que vous payez un impôt sur quelque chose que vous avez déjà payé. Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, c'est la première question. Deuxième question concernant les impôts locaux. Il se trouve que maintenant, il y a une intercommunalité, il y a une communauté d'agglos, ça dépend des situations. Pourquoi, à l'intérieur d'une communauté d'agglos, je sais que c'est une question qui se pose depuis très longtemps, toutes les communes qui font partie de cette communauté d'agglos n'ont pas un même taux d'imposition? Pourquoi, petit à petit, les communes limitrophes qui bénéficient, si on prend évidemment la question de Pau, qui bénéficient de toutes les activités paloises, de toutes les infrastructures paloises, etc., se retrouvent à payer des impôts fonciers beaucoup moins importants. Je suis la dernière maison de Pau avant Bizanos. Alors évidemment... ça vous fait mal au ventre. Ah ouais, ça me fait mal au ventre. Hein. Oui. Je traverserai la rivière et je paierai beaucoup moins d'impôts. Non, mais enfin... presque moitié moins. Oui, absolument. Donc, si vous voulez, c'est une question que je voudrais poser au niveau des collectivités territoriales, de la communauté agglo, enfin, voilà. Est-ce qu'on peut avancer là-dessus? Très bien, deux excellentes questions. Qui veut bien faire mon scribe avec les questions qu'on notera au passage? Monsieur Le Cacheux a noté, je n'ai aucun doute, la question sur l'impôt sur l'impôt, la CSG sûre. Et moi, je répondrai tout à l'heure ce que je crois comprendre au travers de la question sur l'équilibre de l'impôt ou le rapprochement de l'impôt dans une communauté d'agglomération. On va continuer les questions. Une voix masculine. Oui. On va vous apporter le micro. Vous n'oublierez pas de regarder le chrono. Hein. J'ai écrit, mais c'est large, donc ça devrait passer à 4 minutes, je pense. Pas de problème. Bon, pour répondre à la dame de la première intervention, effectivement, si au traité de Rome, ils avaient commencé par harmoniser les statuts sociaux et les fiscalités, on ne serait peut-être pas ici aujourd'hui pour discuter de tous ces problèmes-là. Bon, mais la fiscalité, parlons-en. C'est le financement de l'État de toutes les collectivités territoriales. C'est à partir des impôts et taxes et emprunts que tous ces organismes peuvent fonctionner. Mais on ne peut pas parler fiscalité sans parler du fonctionnement de la monnaie. Comment elle se crée? À quoi elle sert? Deux types de monnaie, pour ceux qui ne sont pas trop au courant. La fiduciaire, les pièces, les billets, créés par la banque centrale ou par les banques centrales, enfin ça dépend. Et la monnaie scripturale, qui est essentiellement créée par les banques. Alors, un peu d'histoire, je suis désolé, mais il faut en passer par là. Avant 1971, la monnaie fiduciaire avait un rapport étroit avec l'or, le minéral. Hein. Les USA garantissaient une conversion en once d'or pour le billet vert. La monnaie, dans la majeure partie des pays, à régime économique libéral, était liée à une réserve d'or qui fixait en quelque sorte la valeur monétaire du pays. C'est-à-dire que si le pays voulait créer de la monnaie, il avait deux possibilités, soit augmenter ses réserves d'or et créer la monnaie fiduciaire correspondante, soit créer la monnaie fiduciaire sans cette contrepartie en or. Il y avait alors une dévaluation de la monnaie. L'or était en quelque sorte un étalon monétaire international, même s'il ne l'était pas officiellement. Et c'est là que ça se gâte. À partir de 1971, l'administration américaine sous Nixon supprime la parité or-dollar.
Fini les talons monétaires, il n'y a plus de barrière à la création de monnaie. Examinons la politique française à partir de cette période. En 1973, M. Pompidou, président de la République, avec son ministre des Finances Giscard, décide que l'État et les collectivités territoriales n'ont plus le droit d'emprunter à la Banque de France, souvent à taux zéro, pour financer leur fonctionnement et leurs investissements. Ils sont obligés de passer par les banques privées qui, elles, imposent des taux d'intérêt. C'est le début d'un endettement phénoménal de quelques dizaines de milliards d'euros, traduits à l'époque c'était en francs. En 1973, nous sommes aujourd'hui à plus de 2 milliards. De 2000 milliards. 2000 milliards, pardon, excusez-moi, 2000 milliards. Oui. N'ayant plus de barrières, les banques ont créé de la monnaie scripturale sans aucune limite, ce qui a entraîné une augmentation de la spéculation et un enrichissement des plus riches. Avec cette situation financière, que peuvent faire les gouvernements français successifs, de droite, de gauche, du centre, d'où vous voulez, ça n'a pas d'importance, pour arrêter la spirale de l'endettement et le déséquilibre budgétaire? Peu de choses si on reste dans le système économique libéral. Le gouvernement actuel n'y échappe pas. Alors il peut augmenter les impôts. Macron refuse de taper sur ceux qui ont trop d'argent en imposant les autres. Il diminue leur pouvoir d'achat. Il y a une astuce qui a bien marché jusqu'à présent, c'est le transfert des charges de l'État sur les collectivités territoriales. Il y a certes au début une participation de l'État, mais elle est rarement à la hauteur du coût réel. C'est donc l'impôt local qui compense. Il ne se prive pas aussi de supprimer les services publics. Ces services que nous retrouvons ensuite dans le privé, mais que les consommateurs sont obligés de payer. Ou alors, il vend les bijoux de famille, comme les autoroutes. Merci, M. Vinci va doit remercier sérieusement ces gens-là. Ou alors les barrages hydrauliques en ce moment. Et si vous faites la comptabilité analytique de ces ouvrages-là, vous vous rendez compte qu'il y a quasiment 90% de bénéfices nets. Parce qu'un barrage électrique, ça ne coûte rien une fois que l'investissement est amorti. Tout le reste, c'est presque du bénéfice. Non, ces solutions-là ne règlent rien sur le fond. Au mieux, elles amènent des soulagements temporaires, vite effacés par le temps. Vous avez vu le chrono, hein? Oui, je suis désolé. J'ai juste un petit bout qui est derrière. Ça va prendre 1 minute de plus, excusez-moi. La solution, elle est très simple. Nous devons nationaliser tout le secteur bancaire et financier. Continuer à créer de la monnaie scripturale, mais à l'inverse du système libéral qui en fait cadeau aux riches, s'en servir pour augmenter le pouvoir d'achat, pour satisfaire les besoins sociaux des citoyens, pour créer une armée de contrôleurs qui vont contrôler les productions et les prix des produits qu'on fabrique en France. Mais ceci implique de revenir à une monnaie nationale, en attendant un étalon monétaire fixe, de sortir de toutes les spéculations, de contrôler en permanence la masse monétaire en circulation, c'est fondamental, sinon c'est l'inflation à tout va, de limiter la capacité d'enrichissement des individus. C'est tout l'inverse du système économique libéral, car c'est lui qui est la cause de tous les problèmes que la majorité des citoyens connaissent aujourd'hui. Macron peut organiser tous les débats qu'il veut, rien ne changera en gardant l'état de l'économie libérale. Merci. Vous vous rendez compte que Staline même est un peu court par rapport à ce que vous avez dit, hein? Ça n'a aucune importance parce que Staline est mort et aujourd'hui oui. On vit un autre monde et on vit dans un autre monde avec une autre économie. Et il y a beaucoup de millions de gens qui sont morts sur décision de Staline. Oui, il y en a aussi qui sont morts avec le capitalisme. Oui, peut-être pas de la même manière. Bon, enfin bref, nous allons... Monsieur Le Cacheux a pris tout en note et va pouvoir réagir à votre idée de système. Mais je ne dis pas que vous avez une carte politique, je dis que... Sûrement pas. Qu'est-ce que vous avez sous-entendu? J'ai dit que le système que vous avez décrit, c'est le système, maoïste, avant le pire, et ça fonctionne comme ça. Mais vous ne pouvez pas contrôler tout avec des contrôleurs et que les gens continuent à vivre, à être libres et à créer. C'est impossible. Enfin bref, je ne veux pas...
Non, mais on rentre dans le débat. C'est un débat, c'est un système qui a été essayé par l'humanité et qui a fait les pires drames que l'humanité ait connus. Voilà. C'est très bien. Allez, je veux pas de débat. Qui veut la parole? Je voudrais une main féminine. Oui, à vous. Bonjour, je vais parler fiscalité et famille ce soir. Un constat, j'entends pas beaucoup le mot famille dans ce grand débat. Les familles vont mal, la France va mal, tout est lié. Quelques affirmations et ensuite quelques propositions. La famille est vraiment actrice, ciment, cohésion de la société quand elle est stable. Il y a un constat, c'est la pauvreté accrue des familles monoparentales en cas de divorce et le coût pour la société de ces divorces. La famille est un agent économique. Une famille qui a un enfant, 2 enfants, 3 enfants ne consomme pas la même chose. C'est un lieu de solidarité intergénérationnelle, un lieu de transmission, d'accueil. Alors, pourquoi je dis tout cela? Pourquoi je rappelle cela? C'est la nécessité d'une politique familiale réelle, ambitieuse, pour l'avenir de notre pays qui va s'appuyer sur la solidarité entre les citoyens. Une politique familiale, ce n'est pas une politique sociale. Que peut-on proposer comme politique familiale? C'est d'abord un impôt qui prend en charge en compte la charge familiale, le nombre d'enfants. Une famille qui a 1 enfant ou 2 enfants avec des parents, des éducateurs qui ont le même salaire n'a pas le même pouvoir d'achat. Des allocations familiales sans condition de ressources, l'aide au libre choix d'élever ses enfants à temps plein, une aide au retour à l'emploi pour les parents et surtout les femmes qui ont arrêté pendant de longues années pour élever à temps plein leurs enfants, le retour à l'aide réelle d'une prestation accueil jeunes enfants, des mises en place de dispositifs supplémentaires d'accueil de jeunes enfants à horaires larges et flexibles, réévaluer le quotient familial, garder une demi-part pour les veufs et les veuves, faciliter l'acquisition du logement, maintenir les pensions de réversion. Je suis un peu désolée pour cette liste de pistes de travail, mais qui sont importantes. Voilà, je parle aussi par rapport à la fiscalité familiale, toujours les divorces. Que la mairie de Pau propose de soutenir les couples pour une préparation au mariage civil, que les couples aient une réelle, savoir à quoi ils s'engagent. Ça existe dans certaines mairies en région parisienne, autour de Lyon. Je rappelle aussi qu'il y a une baisse de la natalité, ce qui a une conséquence pour nos retraites. Je vois que ce soir, il y a beaucoup de têtes blanches, mais vous êtes probablement retraité, vous avez une retraite, quelquefois modeste. Les gens qui ont 50, 55 ou même 40, quelle sera leur retraite, vu la natalité qui baisse? Voilà. Soutenir les aidants dans les familles, soutenir l'aide à domicile, accompagner le vieillissement par un parcours coordonné et respectueux, éviter l'isolement et la solitude des personnes âgées, dépendantes. Tout cela, finalement, ce sont des situations qui sont liées très souvent au niveau de vie, à tout ce qu'on peut appeler comment la ville, comment la société, comment l'État peut aider toutes ces personnes à reprendre confiance, etc. Donc, qui aura le courage de mener une véritable politique familiale? Alors, merci. Vous êtes dans les temps pile. D'ailleurs, je vous propose, parce que moi, je ne veux pas intervenir comme un rabat-joie. Quand on sera au bout des 4 minutes, vous pouvez applaudir. Ça voudra dire pour celui qui s'exprime que voilà. Je pense qu'il faut ajouter une autre question à votre liste que Fabienne Bascou a soigneusement notée. Elle va vous dire sa vision, son analyse. Il faut ajouter une autre question, c'est la dépendance. On va vers des temps où, vous avez dit qu'il y avait quelques têtes blanches ici, mais on va vers des temps où
naturellement la question de la prise en charge des personnes arrivées à un âge avancé et qui, par exemple, sont frappées soit d'incapacité, d'impotence, soit d'une maladie comme Alzheimer. C'est une question énorme. Et tout le monde ici sait ce que coûte un EHPAD. C'est une somme conséquente, importante. Et donc, comment finance-t-on ça? C'est aussi une question. Quant à organiser par le maire de Pau une préparation matrimoniale, ça, je ne m'y engage pas, parce que j'aurais quelques... oui, il faut déléguer, mais déléguer à qui, hein? Enfin, moi, je peux défendre valablement. J'ai 47 ans de mariage, donc c'est pas mal, hein? Voilà. Non, c'est pas la peine d'applaudir. Non. Vous pouvez l'applaudir elle, peut-être. Ça c'est possible. Voilà. À quoi s'engage-t-on réellement quand on se marie? Oui, c'est une voilà, question très profonde et qui mérite de long développement. Je me permettrai de vous faire passer le petit livret justement de préparation au mariage civil. Voilà. Peut-être il serait temps. Concerné, peut-être il serait temps que je le lise, le livret de préparation au mariage. C'est pour tous les citoyens, Monsieur Bayrou. Vous avez raison. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Sauf qu'une chose, on dit Bayrou, comme on dit Bayonne. C'est pas dur. Voilà. Très bien. Une question masculine. Peut-être monsieur là-bas. Je voudrais revenir sur cette question qui a été posée par cette dame-là qui habite à Pau, aux limites de Bizanos, sur les taux des taxes foncières et des taxes d'habitation. Récemment, le Conseil d'État a rappelé un principe d'égalité de tous devant l'impôt. Or, nous ne sommes pas, à ce titre-là, tous égaux devant l'impôt. Le Pau, nous sommes bons, mais enfin, ce n'est pas le cas de Pau. Je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas d'égalité. Vous venez de parler tout à l'heure de M. Bayrou de convergence fiscale, de convergence sociale, c'est tout à fait vrai. Pourquoi n'y aurait-il pas une harmonisation au plan national de ces taux-là? Est-ce que c'est impossible? Merci. Alors, Jean-Paul Mattei peut répondre, mais parce qu'il est à la Commission des finances à l'Assemblée. Moi, je peux vous dire une chose. La décision que le président de la République a annoncée de supprimer en 4 étapes la taxe d'habitation, ça va dans ce sens-là. Moi, comme maire de Pau, j'étais très heureux quand il a annoncé cette décision. Pourquoi? Parce que Pau est frappé, comme des villes semblables, de ce que vous avez évoqué, madame, je ne sais pas où elle est passée. Ah, je vous vois. C'est-à-dire ce qu'on appelle des charges de centralité. Quand on construit une piscine, c'est mes prédécesseurs qui l'ont fait, il y en a ici. Quand on construit une piscine, c'est pour non seulement l'agglo, mais beaucoup plus largement. Mais c'est les contribuables de Pau qui la paient. Excusez-moi, et les contribuables de Pau ne bénéficient pas de tarifs préférentiels pour la fréquenter? Oui, mais même s'ils bénéficiaient de tarifs préférentiels, ceux de l'agglo bénéficient, mais n'est-ce pas? Et donc, quand on construit un tel équipement, ça qui la paie. De la même manière, quand on construit les halles, je vous signale au passage que les halles sont très bien placées dans le classement du plus beau marché que vient de lancer un grand journal local, ce qui n'est pas un étonnement pour moi. J'ai toujours pensé qu'on aurait désormais le plus beau. Mais lorsqu'on construit les halles, c'est les contribuables de Pau qui paient. Et tout le monde en profite, et heureusement. Donc les charges de centralité, quand vous êtes une capitale, ça augmente considérablement les nécessités, ou enfin le besoin d'argent public, et ça augmente les impôts des contribuables. Et c'est dire, madame, qu'en effet, on devrait aller vers une harmonisation de la taxe d'habitation. Mais comme la taxe d'habitation va être supprimée, j'espère, ça veut dire qu'on va devoir trouver d'autres ressources. Et peut-être ces autres ressources, doit-on les penser plus équitables que
que celle-là. Alors, vous n'avez pas fini, on reprend... Juste une précision. J'ai calculé que la taxe d'habitation entre 2014 et 2018 avait augmenté de 4,11% et la taxe foncière de 5,86%, pas la part de la commune, hein, totale. Et c'est plus fort que l'inflation. À Pau, le taux de la taxe d'habitation a baissé tous les ans. Je ne parle pas du taux, je parle de la taxe elle-même, ce qui sort de ma poche, M. Bayrou. Parce que, comme vous savez, la taxe d'habitation, c'est un impôt proportionnel à la base. Oui. Et la base, tout le monde le sait, que quand vous construisez une piscine dans votre maison, le prix de la maison, la valeur de la maison a évolué. Alors les services fiscaux passent, il y en a ici, les services fiscaux passent dans les rues et ils notent que vous avez construit une piscine. Et ça augmente la base. Oui, mais je n'ai pas de piscine. Non, mais ça doit être quelque chose de cet ordre. Ah, non, parce que le quartier dans lequel vous êtes, dans quel quartier êtes-vous? Je suis au quartier pas loin de l'hippodrome, quartier Lartigue. Eh bien, votre quartier, on a dû penser qu'il y avait une augmentation de la valeur des maisons. Voilà, mais 4% en 5 ans, c'est ça que vous avez dit, hein? 4,11 pour la oui, 4% en 5 ans. C'est une augmentation, mais elle a été minorée parce que les taux à Pau ont baissé. De 1% la première année et ensuite de 0,2% chaque année. Oui, mais la part de la commune, dans le même temps, pour la taxe d'habitation, a augmenté de 2,90%. C'est la base qui a augmenté, ce n'est pas les taux. Oui, c'est pas vous, c'est l'autre. Non, c'est pas moi, c'est... C'est vrai. Jean-Paul Mattei, dans son autre métier, va vous expliquer comment ça se passe. Non, mais effectivement, c'est une question intéressante sur ces taxes qui ne sont pas les mêmes en fonction des territoires. En fait, effectivement, ce que disait François Bayrou, il y a la valeur locative de votre bien. C'est un calcul qui est fait chaque année et qui peut varier. Ensuite, il y a peut-être d'autres colonnes dans votre taxe, mais vous parliez uniquement de la part communale. À mon avis, c'est lié à l'évolution de la base locative. Et souvent, on a des taux. Après, moi, je voudrais revenir sur le rôle de... Moi, j'ai été maire pendant 16 ans et j'avais envie, moi, en tant qu'élu, aussi de décider du taux qu'on avait appliqué. Alors, si on a un taux uniforme, soit on est dans une intercommunalité où on a fait tous les transferts et on a une fiscalité unique, pourquoi pas, soit on se laisse une possibilité d'agir un petit peu sur les taux, ou de les baisser ou de les augmenter pour faire certaines choses. Donc, je dirais attention, et moi je connais mieux les communes rurales, des fois, si on a une activité, on est peut-être obligé de travailler sur le taux, mais il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est la valeur locative. La valeur locative est un élément important. On a travaillé il y a quelques années sur les valeurs locatives des locaux magasins, locaux commerciaux. La valeur locative des biens d'habitation, c'est ancien, ça remonte aux années 70. Les systèmes de calcul sont parfois un peu vieillots. Et dans les propositions qu'on est en train de faire sur la réforme de la fiscalité locale, c'est de réfléchir à peut-être d'autres critères qui pourraient être la valeur vénale, par exemple, sur des critères de valorisation des valeurs locatives. C'est un vrai sujet de réflexion. Mais bon, après, le débat est vaste. C'est la liberté de l'élu aussi de fixer le taux, de l'assumer, politiquement ou pas. Mais bon, c'est une question très complexe, mais c'est un véritable sujet. Et la suppression de la taxe d'habitation, qui certainement arrivera à une totalité de la suppression de la taxe d'habitation, ce qui n'était pas l'engagement initial, mais c'est le Conseil constitutionnel qui a rappelé qu'on avait un problème, ce que vous évoquiez, d'égalité devant l'impôt. Là, il va falloir travailler sur comment je vais trouver d'autres ressources et comment on va pouvoir compenser. Donc là, quelles vont être? Et là, on y travaille et il y aura certainement une loi de finances rectificative liée aux collectivités locales pour savoir comment on pourra financer tout ça. Merci Jean-Paul. Ajoutons, monsieur, pour être honnête, que 2,11% en 4 ans, c'est très inférieur à l'inflation. 2,90, c'est très inférieur à l'inflation. L'inflation a été au moins de 1,5% par an. Et sur 4, ça fait plus de 6%. Eh bien, ça fait 5,5%. Mais si vous cumulez l'augmentation annuelle, ça fait plus de 6%. Qui augmente aussi. Si. Pas assez. Et d'ailleurs, je vous signale que dans le cadre du débat,
la question de l'indexation des retraites sur le coût de la vie ou sur l'augmentation des salaires est une question qui est posée.